Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du 7-8. Il est 18 h si vous nous rejoignez en direct comme chaque soir du lundi au jeudi. Premier invité déjà présent sur ce plateau en ce mercredi 20 mars, le président de la Croix-Rouge sur Saint-Quentin en Yvelines, Jean-Luc Guisselin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va parler avec vous de vos différentes activités. Elles sont nombreuses, aide alimentaire, vestimentaire, secourisme également, beaucoup de champs d'intervention. Et puis ce rapport que vous avez publié, rapport de vos activités en 2012 et qui a été remis d'ailleurs en début de semaine au ministre Benoît Hamon lors de sa visite sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. On va parler de tout ça dans quelques minutes. Auparavant, voici les sujets qui seront développés au cours de la prochaine heure en images. La Zoé, le nouveau modèle de voiture électrique développé par Renault, est un produit yvelinois conçu au Technocentre de Guyancourt, assemblé à l'usine de Flins, une citadine verte qui présente de nouvelles avancées technologiques. Pour que les enfants n'aient pas peur de côtoyer, l'hôpital des étudiants de médecine de la faculté des sciences de Saint-Quentin en Yvelines propose pendant une semaine l'hôpital des nounours. Rencontre avec deux nounours d'ailleurs, Léa et Oscar tout à l'heure. Et puis les étudiants qui s'occupent de cet hôpital seront aussi avec nous. Une compétition d'aéromodélisme au Clé-sous-Bois a rassemblé 48 concurrents internationaux. Ils ont dû réaliser des figures avec leurs avions en modèle réduit. Un Guyancourtois se place deuxième de cette compétition internationale donc. Et puis Oscar Abbé à la Verrière, un cours de danse irlandaise. Un atelier qui se déroule avant le bal de la Saint-Patrick prévu ce vendredi soir. À la culture, ce sera aussi avec Aurélia Debussy. Bonsoir Aurélia. On vous retrouve au début de la seconde partie de cette édition dans à peu près une demi-heure. Exactement. Alors nous recevrons deux personnes. La première, Monsieur Lune, donc, qui est un artiste de la scène française et qui mène en parallèle des ateliers d'écriture avec les enfants des écoles de Magny-les-Hameaux, qui viendra nous parler de ces ateliers. Et également Michel Bocage, qui est le directeur du festival Jazz à toute heure et qui viendra nous raconter sa sélection, son choix de programmation cette année. Et nous ferons un détour également par le festival de Rocancourt qui démarre ce soir pour 3 dates. Nous verrons quels sont peut-être les futurs talents du rire de demain. Musique et humour. À tout à l'heure, Aurélia, pour cette chronique et puis cette information aussi à vous donner pour débuter cette édition du 7-8. Alain Schmitz, le président du Conseil général des Yvelines, qui s'est rendu aujourd'hui, mercredi 20 mars, à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une audition sur le Grand Paris. Vous le savez, le dossier a avancé avec les annonces faites il y a quelques semaines par le Premier ministre. C'était l'occasion pour le président du Conseil général de rappeler la position des Yvelines et puis de regretter également que la ligne verte entre Saclay et Versailles, dorénavant baptisée ligne 18, soit repoussée à 2030. Tout de même un point de satisfaction pour lui, cette ligne Éole actée jusqu'à Mantes-la-Jolie. Le président du Conseil général des Yvelines qui souhaite aussi insister sur le développement territorial de l'OIN, l'opération d'intérêt national de Saclay, dont les contrats ne sont pas encore réalisés. Voilà pour ce point, pour cette actualité. On passe à présent donc à la Zoé. C'est le nouveau véhicule tout électrique de Renault qui arrive sur le marché. Nous l'avons testé pour vous. Les premières impressions de Claire Cambier. La Zoé fait ses premiers tours de roue sur le bitume. La nouvelle voiture électrique de Renault est yvelinoise. Conçue au Technocentre de Guyancourt et produite à Flins, elle vient d'être lancée sur le marché. Premier atout, son prix, 13 700 € grâce au bonus écologique de 7 000 €, l'équivalent de la Clio Diesel. Autre nouveauté, une autonomie plus importante, 210 km homologués, soit 150 km d'autonomie réelle. Et pour cela, Renault a intégré des innovations technologiques. Une pompe à chaleur pour faire la climatisation ou le chauffage, ce qui va permettre de consommer 3 fois moins qu'un système conventionnel. Des pneus Michelin Énergie Vie à faible frottement, dont Zoé a l'exclusivité. Et enfin, un système de récupération d'énergie au freinage de toute nouvelle génération. Autre point noir souvent évoqué, la recharge. La Zoé a intégré un chargeur embarqué caméléon qui s'adapte automatiquement à la puissance de la borne de recharge. Comptez de 30 minutes à 9 h pour une charge complète. Un câble est fourni pour se brancher sur les bornes publiques ou sur la wallbox à installer chez soi. Pas de problème de vol, pour le retirer, il faut avoir la clé. Malgré ses efforts, cette 5 places avec boîte automatique, assez réactive avec ses 88 chevaux, n'en reste pas moins une citadine. C'est une voiture qui sera vraiment agréable à conduire tout au long de la semaine et qui vous permettra également de faire des économies puisque passer 10 000 km par an, ça va revenir beaucoup moins cher de rouler en électrique. 10 000 km pour rentabiliser le coût de la location de la batterie, 79 € par mois. Un seuil qui pourrait se réduire si le prix à la pompe augmente.
Au-delà de l'aspect technique, la Zoé plaît aussi pour son design. À l'intérieur, un tableau de bord qui évoque une pale d'éolienne, un volant modulable et surtout un tableau tactile qui propose navigation par GPS, disponibilité des bornes de recharge et une multitude d'applications comme Coyote, des flux d'informations ou l'accès aux réseaux sociaux. Et pour le modèle Zen, un diffuseur de senteurs peut être l'astuce pour respecter la semaine de la courtoisie au volant. Le fait du jour de ce 20 mars, c'est la Croix-Rouge de Saint-Quentin-en-Yvelines qui fait le point sur son action à travers son bilan, son rapport annuel. Jean-Luc Ghisselin, son président, va commenter avec nous ce bilan, à commencer par ce chiffre, le chiffre de cette édition, 20 000. C'est le nombre d'heures de bénévolat qui vous ont permis de réaliser vos différentes missions. Une centaine de bénévoles qui a œuvré pendant 20 000 heures. Quel commentaire on peut apporter sur ce chiffre? Est-ce que c'est suffisant, satisfaisant? Est-ce que c'est un chiffre aussi en hausse, ce qui voudrait dire que les besoins de la population aussi ont augmenté? Quelle analyse vous en faites? Alors c'est un chiffre en hausse, oui, parce que les besoins ont augmenté, oui, parce que nous essayons d'être de plus en plus professionnels dans notre approche, de manière à être plus près de toutes les demandes statistiques qui peuvent nous être faites par les différentes administrations. Aussi parce que nous essayons d'être plus disponibles pour nos bénéficiaires. Je dirais que c'est même la première raison pour laquelle nous avons besoin de plus de bénévoles, de manière à les accompagner le plus possible dans tous les besoins qu'ils peuvent avoir, que ce soit de relations avec l'administration ou les différentes administrations, d'ailleurs, quelles qu'elles soient, les caisses d'allocation familiale ou les caisses de retraite, que ce soit même à l'interne pour nous, pour être sûr que les accueils que nous réalisons soient aussi en rapport avec les attentes des bénéficiaires. Mais vous réussissez à répondre à tous les besoins? Je veux dire, le nombre d'heures de bénévolat, ce nombre d'heures est suffisant? Il faudrait plus de bénévoles, plus de temps passé? Oui, si on avait plus de bénévoles, on pourrait augmenter. Je veux dire que si je prends un fait récent, nous avons ouvert notre halte répit pour les malades d'Alzheimer à Maurepas. Elle est pratiquement pleine maintenant le samedi après-midi. Donc on commence à avoir des demandes de dire qu'il faudrait ouvrir une autre demi-journée dans la semaine. Donc on va probablement lancer une recherche de bénévoles spécifique pour cette action-là. Mais c'est vrai aussi dans l'action alimentaire, bien que on ne puisse pas mettre beaucoup plus de bénévoles, parce qu'il n'y aura plus de place pour les bénéficiaires. Si on met trop de bénévoles, les structures sont trop petites. Mais on essaie autant que faire se peut de répondre à tous les besoins. Alors, nos bénévoles sont aussi un peu comme dans toutes les actions de bénévolat. Certains vieillissent, donc il faut les remplacer, ils se fatiguent un peu plus vite. Alors vous avez mentionné tout à l'heure le travail que vous menez sur la halte Répit Détente qui est sur la ville de Maurepas. Là, on voit des images de l'épicerie sociale donc, qui est située sur Trappes. Je reviens juste sur cette halte Répit Détente. C'était un projet que vous aviez lancé en 2012, qui a vu le jour véritablement cette année, 2013. On en avait parlé sur ce plateau. Disons qu'on avait fait la formation des bénévoles fin 2012. On rappelle le fonctionnement, c'est juste sur un après-midi, le samedi après-midi. C'est le samedi après-midi, voilà. Où 4 à 5 personnes atteintes par cette 4 maladie ou 5 d'Alzheimer. malades. On est actuellement à 4 tous les samedis. Que vous recevez, que vous accueillez, ça permet aux proches, aux familles qui s'occupent des malades au quotidien de souffler un petit peu. Ça fait partie de vos activités. On va parler de l'ensemble des activités justement que vous menez, faire un petit peu le bilan sur Saint-Quentin-en-Yvelines de l'action de la Croix-Rouge. Juste auparavant, je le disais tout à l'heure au début de cette émission, vous avez remis votre rapport, votre bilan annuel à Benoît Hamon, le ministre, par ailleurs élu député de la 11e circonscription, celle qui couvre Saint-Quentin-en-Yvelines en grande partie. Vous en attendez quoi de cette remise de rapport et de bilan? C'est pour alerter aussi le gouvernement à travers Benoît Hamon? Oui, il est important que vous savez, tout le monde a entendu parler de la diminution des subventions européennes. Donc le PEAD, ça représente le fameux plan d'aide européen qui représente pour nous 20% de nos ressources alimentaires. C'est important que tout le monde au niveau du gouvernement se rende bien compte de l'importance. Benoît Hamon était déjà venu nous voir auparavant, il l'a fait remarquer d'ailleurs, puisqu'il paraît qu'on lui remet un rapport à chaque fois, on rate pas les occasions. Et donc on a profité du fait qu'il était intéressé à visiter l'épicerie sociale de Trappes, puisqu'il connaissait celle d'Elancourt, pour remettre en avant tous nos besoins, tous nos problèmes et toutes nos problématiques
que nous pouvons rencontrer tous les jours. Et du fait justement de la réduction du PEAD, ce plan d'aide européen, alors c'est au niveau européen justement que toutes les associations qui touchent des sous, qui permettent d'alimenter un petit peu les caisses et vous permettent de venir en aide à ces différents besoins quotidiens de la population, le fait que cette aide soit réduite, vous disiez c'est 20%, ça veut dire que votre action va se réduire également dans les prochaines années? Non, ça veut dire qu'on va travailler plus pour trouver un moyen de compenser. Alors pour l'instant, l'État a promis de compenser, donc on va voir. Parce que cette année, c'est 200 tonnes de marchandises que vous avez distribuées sur 50 ans. Que nous avons distribuées, donc ça veut dire une quarantaine de tonnes sont venues de la banque alimentaire, oui. Donc au travers de la banque alimentaire, une grande partie, c'est du PEAD, oui. Et quelquefois, ces besoins en plus sont en hausse ponctuelle, puisqu'on parle de ce bilan annuel sur l'année 2012. Cette année, vous avez fait face également. Il a fallu absorber de nouvelles populations, l'arrivée de réfugiés venus de Tchétchénie, de Géorgie, et qui ont été placés par le SAMU social dans les différents hôtels de la région, sur Trappes, sur Coignières aussi. Il y a eu les Roms aussi sur la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Ce sont des populations qui sont venues frapper à votre porte, et il a fallu répondre à leurs besoins. Tout à fait, on ne peut pas les laisser. Ce sont parmi les gens les plus démunis que nous puissions en rencontrer, parce que ceux-là, dans la majorité, n'ont pas de logement, n'ont pas même pas le droit de travailler dans beaucoup de cas, donc les ressources sont très limitées, donc on ne peut pas les laisser complètement démunis, et on a choisi plutôt que de leur distribuer des colis, de leur donner un accès à nos épiceries, en leur allouant un budget d'achat en fonction de la taille de la famille. C'est vrai que l'inconvénient pour nous, c'est que financièrement, ce sont des aides que nous donnons pour lesquelles nous n'avons aucune aide, nous, de notre part. Il n'y a pas de subventions supplémentaires qui vous sont allouées par l'État, par exemple? Aucune subvention nous a été allouée à aucun niveau. Non, le 115 de Paris qui a placé ces familles paie les chambres d'hôtel, et le reste, il faut qu'elles se débrouillent. Donc nous, on doit se débrouiller également. Et ces populations sont encore là aujourd'hui? On parlait de l'année 2012, mais elles sont restées encore. Oui, je crois qu'il y en a de plus en plus, parce qu'on découvre de nouveaux arrivants maintenant dans de nouveaux hôtels qui n'étaient pas connus auparavant. On a maintenant des gens sur Morpart qu'on n'avait pas auparavant. On a d'autres hôtels qui sont ouverts sur Coignières. Donc je crois que là, où les hôtels ont trouvé une mine d'ouverture, de revenus supplémentaires en acceptant quelques familles comme ça supplémentaires, ce qui leur permet d'avoir un taux de remplissage plus important. Pour les familles, c'est mieux que d'être à la rue. C'est l'État qui paye les chambres d'hôtel. Voilà. D'un autre côté, pour les familles, c'est mieux que d'être à la rue. Donc, je refuse, je ne critique surtout pas le fait que les hôtels s'ouvrent. Par contre, la manière dont on gère ces familles, c'est un peu inhumain. C'est vrai qu'on ne peut pas supporter tous les malheurs du monde, comme a dit un de nos anciens premiers ministres, mais vous voulez dire que ces populations d'un autre côté, la manière dont on les gère est pour moi complètement inhumaine. C'est-à-dire quand on voit que ces gens arrivent, on leur trouve un logement, c'est bien, mais leur dossier de demande d'accès ou de demande de documents ne sera traité que dans 6 mois dans la majorité des cas. Donc et ils sont placés là avec une garantie de rester à cet endroit-là pendant 1 mois, voire 2 mois. Et puis il faut attendre la fin des 2 mois pour savoir s'ils vont rester là, si on va les déplacer ailleurs. C'est une situation qui est, pour moi, inadmissible. Mais bon, et ces populations ensuite viennent vous voir, viennent justement frapper à vos portes dans les différentes épiceries sociales pour avoir des aides alimentaires. Elles ne sont pas forcément très encadrées. Il faut ensuite nouer le contact. Et il y a la barrière de la langue qui se pose et ça reste un petit peu difficile. Est-ce que vous alertez aussi les pouvoirs publics sur ces questions-là? Est-ce que vous avez rencontré les élus? Est-ce que vous avez rencontré les différents élus? J'ai rencontré les députés, j'ai rencontré les conseillers généraux, j'ai rencontré les maires. Je dois de nouveau rencontrer certains maires parce que je trouve normal que les maires disent ce ne sont pas des habitants de notre commune. D'un autre côté, ce sont quand même des habitants puisqu'ils ont tout à fait une résidence qui leur a été allouée. On n'a pas choisi, eux non plus n'ont pas choisi. Donc je suis en train de me battre pour que les communes les reconnaissent comme des habitants normaux et les prennent en charge dans les CCAS. Dans les écoles, c'est fait, c'est la loi, ils sont obligés de les prendre. Mais encore que, dans les collèges et les lycées, c'est un peu plus difficile et il faut vraiment se battre pour que ça arrive à passer. Mais les écoles primaires, toutes les communes ont accepté les enfants dans les écoles primaires. Dans les écoles maternelles, il n'y a plus de réticence, mais enfin, ça arrive à passer maintenant aussi. C'est un travail de tous les jours. On les voit toutes les semaines, on parle avec eux, on voit comment la situation a évolué. Heureusement qu'il y a des associations comme les médecins bénévoles, par exemple, qui nous ont aidés en faisant toutes les vaccinations nécessaires pour être scolarisés. Je suis outré de la manière dont on les accepte. C'est-à-dire où on n'en veut pas et on les renvoie.
où on les accepte et on les traite correctement. Mais la situation actuelle, pour moi, est inadmissible. Voilà, le message est passé en tout cas, et il était très clair sur ces populations supplémentaires en tout cas que vous avez accueillies notamment au cours de cette année 2012. Au-delà de ça, au-delà de cette aide alimentaire que vous apportez pour tout le monde, parce que c'est pas uniquement pour les réfugiés, il y a d'autres activités que vous menez, on peut aussi les évoquer ce soir. Il y a la Vestiboutique par exemple aussi. Voilà, qui est à Montigny. Quel bilan vous en faites sur cette année 2012 ? Nous avons plus de 2000 familles qui sont passées au total entre d'une part tous les réfugiés parce qu'ils arrivent avec une valise ou deux valises, donc il faut aussi les habiller. Mais nous avons des étudiants, la Vestiboutique est ouverte à tout le monde et nous distribuons des bons d'achat pour que les gens n'aient pas à payer les quelques centimes que nous demandons pour chaque vêtement. Ce qui nous permet, les centimes que nous demandons pour chaque vêtement nous permettent d'acheter ce que nous n'avons pas par ailleurs, comme les sous-vêtements par exemple, que nous récupérons avec plus de difficultés, ou des chaussures par exemple également. Les besoins, les demandes en tout cas sont en hausse sur les vêtements par exemple aussi, parce qu'on parle souvent d'aide alimentaire. Oui, parce que la situation est difficile pour tout le monde. Donc comme quand on parle d'aide alimentaire, pour nous, ça veut dire aussi l'hygiène, les produits d'entretien et tout ça, parce que ces gens doivent se laver les dents, doivent se raser, doivent se laver les cheveux, donc ils ont besoin de shampoing, ils ont besoin de lessive, ils ont besoin de papier hygiénique, des trucs idiots, mais bon, il faut quand même les acheter. Donc on a ça dans nos épiceries. À la Vestiboutique, on a les vêtements, les sous-vêtements, les chaussures, éventuellement des draps et autres. Donc tout ce qu'on peut récupérer, tout ce qui est vraiment en bon état est systématiquement recyclé. Et puis nous sommes organisés pour recycler ce qui n'est pas recyclable au sein de la Vestiboutique parce que c'est pas dans assez bon état, parce qu'il manque des boutons, parce que ceci, parce que cela. Et nous les revendons à une entreprise de recyclage, disons, qui ensuite les transforme en chiffon ou éventuellement en bourre pour fabriquer les voitures ou autres. Et vous ne manquez pas d'activité avec vos nombreux bénévoles qui interviennent tout au long de l'année sur Saint-Quentin en Yvelines. Leur tour, il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais tout de même qu'on aborde deux dossiers, deux questions très rapidement sur les activités que vous menez. Tout d'abord sur le secourisme, ça aussi on en parle moins, mais ça fait partie des activités qui se développent. Vous aidez aussi les formations de premiers secours, de plus en plus de personnes souhaitent être formées, et vous intervenez aussi, la Croix-Rouge de Saint-Quentin mène ces actions. Oui, puisque à chaque fois qu'il y a une grosse manifestation sur Saint-Quentin, nous sommes souvent appelés pour tenir un poste de secours, pour nous occuper des éventuels blessés, malades ou autres qui pourraient subvenir. De ce fait, nous faisons de la formation parce que la formation de nos propres bénévoles représente déjà des centaines d'heures de formation que nous devons mettre en place. Donc ça nous a amené à avoir des formateurs et nous utilisons ces formateurs pour les mettre à disposition du grand public. Donc ça nous fait deux activités supplémentaires qui se complémentent l'une l'autre. Et puis si on reste dans les actions, nous sommes en train de mettre en place une équipe jeunesse aussi pour les jeunes de 12 à 20 ans à peu près, pour les former un peu à l'action du bénévolat, leur montrer tout ce qu'ils peuvent apporter aux gens en difficulté. Ils ont leurs propres actions, ils vont dans des maisons de retraite pour faire des lotos et autres. Et bon, alors c'est un embryon d'équipe pour l'instant, ça démarre. Les jeunes, c'est plus difficile à fidéliser, c'est plus difficile à intéresser sur le long terme. Mais c'est bon, important parce que c'est en train de se mettre en place. Voilà, c'est aussi la relève, c'est ce qu'il nous faudra pour plus tard. Et c'est aussi dans cette optique-là que vous menez ces actions. Et là aussi, le message est passé si vous êtes jeune, si vous souhaitez rejoindre les équipes de la Croix-Rouge. On arrive à la fin de cet entretien. On arrive aussi à la fin de l'hiver. On ne le dirait pas, mais pourtant, c'est bientôt la fin de l'hiver. On arrive plutôt sur le printemps. Et là où je veux en venir, c'est que vos actions vont se poursuivre avec ces maraudes que vous menez. L'action que vous menez auprès des SDF, ce n'est pas uniquement l'hiver que vous allez à la rencontre de ces populations sans domicile fixe. Non, tout à fait. De toute façon, nous avons des équipes qui tournent toute l'année systématiquement dans tout le département. Et nous, de Saint-Quentin, nous intervenons une fois toutes les semaines à peu près en renfort ou de ces équipes départementales ou éventuellement en maraude locale pour aider les SDF que nous pouvons connaître sur le secteur. Alors souvent, ceux qui sont établis, je veux dire, à demeure, parce qu'il y en a qui sont établis à demeure, on leur donne des bons d'achat pour venir dans nos épiceries sociales. Au moins, on est sûr qu'ils peuvent avoir à manger pour pas très cher ou pas pour rien, dans la majorité des cas. Et puis les autres, on va à la pêche, à la maraude le soir pour voir comment on peut les aider, en leur amenant des couvertures, en leur amenant
de la chaleur humaine, parce que je pense que c'est ça qui leur manque le plus souvent. Et vous allez continuer tout au long de l'année, c'est tout au long de l'année que les équipes de la Croix-Rouge interviennent. Merci Jean-Luc Ghislain d'être venu faire ce petit bilan de ces activités en 2012. On retiendra notamment ces quelques 20 000 heures de bénévolat distribuées grâce aux différentes actions que vous avez pu faire, et puis ce coup de gueule aussi que vous avez passé tout à l'heure sur l'accueil des réfugiés, des populations qui viennent sur le territoire et qui ne sont pas forcément accueillies dans de très très bonnes conditions et que vous recevez notamment dans vos épiceries sociales. Reportage à présent, avant d'accueillir dans un instant des étudiants en médecine qui accueillent de drôles de passions avec l'hôpital des Nounours. Un reportage sur l'aéromodélisme avec un tournoi international qui vient de se tenir au Clé-sous-Bois. Des amateurs de modèles réduits de toute l'Europe et même un peu au-delà qui se sont réunis pendant plusieurs jours. Les images. Parmi les 48 pilotes internationaux présents à ce concours ce week-end au Clé-sous-Bois, beaucoup ont sûrement un jour rêvé d'être aux commandes d'un avion de ligne. Mais leurs appareils à eux ne mesurent pas plus d'1 mètre et pèsent entre 50 et 100 grammes. Lors d'un concours d'aéromodélisme, chaque pilote effectue un ballet plein d'émotions. Pendant 3 minutes, l'avion épouse les notes de musique, une chorégraphie imposée ponctuée de renversements et de cercles en tonneaux, de toute beauté. Chaque pilote doit dans le temps imparti réaliser sa propre chorégraphie avec la musique de son choix. On peut inventer des figures pour impressionner le public en espérant qu'il apprécie. À côté des Français champions du monde par équipe, Geoffrey concourt dans la catégorie promotion. Il vole depuis 5 ans et rencontre pour la première fois ses rois des airs. C'est un rêve parce que on les voit sur les magazines, etc. Et là, le fait de le croiser et de discuter avec lui avec difficulté, c'est un rêve, c'est incroyable. Sans surprise, le champion du monde autrichien Gernot Brockmann s'est imposé dans les airs devant le Guyancourtois Nicolas Pietu, licencié au club des Clés du Ciel.